Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver, bienvenue sur le canapé de voyage au bout de la nuit. On est ensemble ce soir pour quelques heures de lecture et je poursuis pour vous cette nuit une œuvre de Balzac que vous connaissez déjà probablement tous, qui s'appelle La peau de chagrin. Et qui en fait nous raconte l'histoire d'un jeune marquis qui s'appelle Raphaël de Valentin, qui est seul, ruiné, au bord du suicide, puisque ayant perdu son dernier sou au jeu, et qui va en fait faire la connaissance par hasard d'un antiquaire où en fait il va rentrer chez ce fameux antiquaire et découvrir une sorte de talisman qui s'apparente tout simplement à une peau de chagrin et qui aurait en fait de mystérieux pouvoirs magiques, notamment celui d'exaucer tous ses vœux. Mais vous verrez qu'il y aura à cela un prix à payer. Et justement, l'antiquaire le met en garde, mais le jeune homme va quand même accepter ce pacte diabolique, malgré les mises en garde de l'antiquaire, et ne va pas se préoccuper en fait de son avertissement et se lancer dans une vie assez... il va mener grand train, il va devenir très riche, il va connaître la gloire, mais vous verrez qu'il y aura quand même un prix à payer au choix qu'il a fait, pardon, j'en perds mes mots. Alors, vivre peu mais intensément, vivre plus longtemps mais misérable, telle est la question que nous pose Balzac à travers cette œuvre, vous verrez, assez philosophique, mais néanmoins particulièrement fascinante. Alors, je vous propose également de nous rejoindre dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit de taper #VBN, mais pour l'heure, eh bien, je poursuis tout de suite pour vous la lecture de La peau de chagrin de Balzac. Restez avec nous sur C8. En ce moment, Raphaël passait avec ses amis sur le pont des Arts. D'où, sans les écouter, il regardait la Seine dont les eaux mugissantes répétaient les lumières de Paris. Au-dessus de ce fleuve, dans lequel il voulait se précipiter naguère, les prédictions du vieillard étaient accomplies. L'heure de sa mort se trouvait déjà fatalement retardée. « Et nous te regrettions vraiment, dit son ami, poursuivant toujours sa thèse. Il s'agit d'une combinaison dans laquelle nous te comprenions en ta qualité d'homme supérieur, c'est-à-dire d'homme qui sait se mettre au-dessus de tout. L'escamotage de la muscade, constitutionnelle sous le gobelet royal, se fait aujourd'hui, mon cher, plus gravement que jamais. L'infâme monarchie renversée par l'héroïsme populaire était une femme de mauvaise vie avec laquelle on pouvait rire et banqueter. Mais la patrie est une épouse acariâtre et vertueuse. Il nous faut accepter bon gré malgré ses caresses compassionnées. Or donc, le pouvoir s'est transporté, comme tu sais, des Tuileries chez les journalistes, de même que le budget a changé de quartier, en passant du faubourg Saint-Germain à la chaussée d'Antin. Mais voici ce que tu ne sais peut-être pas. Le gouvernement, c'est-à-dire l'aristocratie de banquiers et d'avocats qui font aujourd'hui de la patrie comme les prêtres faisaient jadis de la monarchie, a senti la nécessité de mystifier le bon peuple de France avec des mots nouveaux et de vieilles idées, à l'instar des philosophes de toutes les écoles et des hommes forts de tous les temps. Il s'agit donc de nous inculquer une opinion royalement nationale en nous prouvant qu'il est bien plus heureux de payer 1200 millions 33 centimes à la patrie représentée par messieurs tels et tels que 100 millions 9 centimes à un roi qui disait « moi » au lieu de dire « nous ». En un mot, un journal armé de 200 ou 300 bons 1000 francs vient d'être fondé dans le but de faire une opposition qui contente les mécontents sans nuire au gouvernement national du roi citoyen. Or, comme nous nous moquons de la liberté autant que du despotisme, de la religion aussi bien que de l'incrédulité, mais pour nous, la patrie est une capitale où les idées s'échangent et se vendent à tant la ligne, où tous les jours amènent de succulents dîners, de nombreux spectacles, où fourmillent de licencieuses prostituées, où les soupers ne finissent que le lendemain, où les amours vont à l'heure comme les citadines, que Paris sera toujours la plus adorable de toutes les patries, la patrie de la joie, de la liberté, de l'esprit, des jolies femmes, des mauvais sujets, du bon vin
et où le bâton du pouvoir ne se fera jamais trop sentir puisque l'on est près de ceux qui le tiennent. Nous, véritables sectateurs du lieu Méphistophélès, nous avons entrepris de badigeonner l'esprit public, de rhabiller les acteurs, de clouer de nouvelles planches à la baraque gouvernementale, de médicamenter les doctrinaires, de réduire les vieux républicains, de réchampir les bonapartistes et de ravitailler le centre, pourvu qu'il nous soit permis de rire in petto des rois et des peuples, de ne pas être le soir de notre opinion du matin et de passer une joyeuse vie à la Panurge ou mort orientali, couché sur de moelleux coussins. Nous te destinions les reines de cet empire macaronique et burlesque. Ainsi nous t'emmenons de ce pas au dîner donné par le fondateur du dit journal, un banquier retiré qui, ne sachant que faire de son or, veut le changer en esprit. Tu y seras accueilli comme un frère, nous t'y saluerons. Roi de ces esprits frondeurs que rien n'épouvante, dont la perspicacité découvre les intentions de l'Autriche, de l'Angleterre ou de la Russie, avant que la Russie, l'Angleterre ou l'Autriche n'aient des intentions. Oui, nous t'instituerons le souverain de ces puissances intelligentes qui fournissent au monde les Mirabeaux, les Talleyrand, les Pitt, les Metternich, enfin tous ces hardis crispins qui jouent entre eux les destinées d'un empire comme les hommes vulgaires jouent leur Kirchenwasser au domino. Nous t'avons donné pour le plus intrépide compagnon que jamais ait étreint corps à corps la débauche, ce monstre admirable avec lequel veulent lutter tous les esprits forts. Nous avons même affirmé qu'il ne t'a pas encore vaincu. J'espère que tu ne feras pas mentir nos éloges. Taillefer, notre amphitryon, nous a promis de surpasser les étroites saturnales de nos petits Lucullus modernes. Il est assez riche pour mettre de la grandeur dans les petitesses, de l'élégance, de la grâce dans le vice. Entends-tu, Raphaël ? Lui demanda l'orateur en s'interrompant. Oui, répondit le jeune homme, moins étonné de l'accomplissement de ses souhaits que surpris de la manière naturelle par laquelle les événements s'enchaînaient. Quoiqu'il fût impossible de croire à une influence magique, il admirait les hasards de la destinée humaine. Mais tu nous dis oui, comme si tu pensais à la mort de ton grand-père, lui répliqua l'un de ses voisins. Ah, reprit Raphaël avec un accent de naïveté qui fit rire ses écrivains. L'espoir de la jeune France, je pensais, mes amis, que nous voilà près de devenir de bien grands coquins. Jusqu'à présent, nous avons fait de l'impiété entre deux vins. Nous avons pesé la vie étant ivres. Nous avons prisé les hommes et les choses en digérant. Vierges du fait, nous étions hardis en parole, mais marqués maintenant par le fer chaud de la politique. Nous allons entrer dans ce grand bagne et y perdre nos illusions. Quand on ne croit plus qu'au diable, il est permis de regretter le paradis de la jeunesse, le temps d'innocence, où nous tendions le dévotement, la langue à un bon prêtre pour recevoir le sacré corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, mes bons amis, si nous avons eu tant de plaisir à commettre nos premiers péchés, c'est que nous avions des remords pour les embellir et leur donner du piquant. Pour les embellir et leur donner du piquant, de la saveur, tandis que maintenant, oh maintenant, reprit le premier interlocuteur, il nous reste... Quoi, dit un autre? Il nous reste le crime. Voilà un mot qui a toute la hauteur d'une potence et toute la profondeur de la scène, répliqua Raphaël. Oh, tu ne m'entends pas, je parle des crimes politiques. Depuis ce matin, je n'en vis qu'une existence, celui des conspirateurs. Demain, je ne sais si ma fantaisie durera toujours, mais ce soir, la vie pâle de notre civilisation, unie comme la rainure d'un chemin de fer, fait bondir mon cœur de dégoût. Je suis épris de passion pour les malheurs de la déroute de Moscou, pour les émotions du corsaire rouge et pour l'existence des contrebandiers. Puisqu'il n'y a plus de chartreux en France, je voudrais au moins un botanibé, une espèce d'infirmerie destinée aux petits lords de Byron, qui, après avoir chiffonné la vie comme une serviette après dîner, n'ont plus rien à faire qu'incendier leur pays, se brûler la cervelle, conspirer pour la République ou demander la guerre. Émile, dit avec feu le voisin de Raphaël à l'interlocuteur, foi d'homme, sans la révolution de juillet, je me faisais prêtre pour aller mener une vie animale au fond de quelques campagnes. Et tu aurais lu le bréviaire tous les jours? Oui, tu es un fat. Nous lisons bien les journaux. Pas mal pour un journaliste. Mais tais-toi donc. Nous marchons au milieu d'une masse d'abonnés. Le journalisme, vois-tu, c'est la religion des sociétés modernes, et il y a progrès. Comment? Les pontifes ne sont pas tenus de croire, ni le peuple non plus. En devisant ainsi, comme de braves gens qui savaient le
Illustribus, depuis longues années, ils arrivèrent à un hôtel de la rue Joubert. Émile était un journaliste qui avait conquis plus de gloire à ne rien faire que les autres n'en recueillent de leur succès. Critique hardi, plein de verve et de mordant, il possédait toutes les qualités que comportaient ses défauts. Franc et rieur, il disait en face 1000 épigrammes à un ami qu'absent il défendait avec courage et loyauté. Il se moquait de tout, même de son avenir. Toujours dépourvu d'argent, il restait comme tous les hommes de quelque portée, plongé dans une inexprimable paresse, jetant un livre dans un mot au nez de gens qui ne savaient pas mettre un mot dans leur livre. Prodigue de promesses qu'il ne réalisait jamais, il s'était fait de sa fortune et de sa gloire un coussin pour dormir, courant ainsi la chance de se réveiller vieux à l'hôpital. D'ailleurs, ami jusqu'à l'échafaud, fanfaron de cynisme et simple comme un enfant, il ne travaillait que par boutade ou par nécessité. Nous allons faire, suivant l'expression de maître Alcofribas, un fameux tronçon de Shirley, dit-il à Raphaël, en lui montrant les caisses de fleurs qui embaumaient et verdissaient les escaliers. J'aime les porches bien chauffés et garnis, de tapis riches, répondit Raphaël. Le luxe, dès le péristyle, est rare en France. Ici, je me sens renaître. Et là-haut, nous allons boire et rire encore une fois, mon pauvre Raphaël. Ah ça, reprit-il. J'espère que nous serons les vainqueurs et que nous marcherons sur tous ces têtes-là. Puis, d'un geste moqueur, il montra les convives en entrant dans un salon qui resplendissait de dorures, de lumière, et où ils furent aussitôt accueillis par les jeunes gens les plus remarquables de Paris. L'un venait de révéler un talent neuf et de rivaliser par son premier tableau avec les gloires de la peinture impériale. L'autre avait hasardé la veille un livre plein de verdeur, empreint d'une sorte de dédain littéraire qui découvrait à l'école moderne de nouvelles routes. Plus loin, un statuaire dont la figure pleine de rudesse accusait quelque vigoureux génie, causait avec un de ces froids railleurs qui, selon l'occurrence, tantôt ne veulent voir de supériorité nulle part, et tantôt en reconnaissent partout. Ici, le plus spirituel de nos caricaturistes à l'œil malin, à la bouche mordante, guettait les épigrammes pour les traduire à coups de crayon. Là, ce jeune et audacieux écrivain, que mieux que personne distillait la quintessence des pensées politiques, ou condensait en se jouant l'esprit d'un écrivain fécond, s'entretenait avec ce poète dont les écrits écraseraient toutes les œuvres du temps présent si son talent avait la puissance de sa haine. Tous deux essayaient de ne pas dire la vérité et de ne pas mentir, en s'adressant de douces flatteries. Un musicien célèbre consolait en si bémol et d'une voix moqueuse un jeune homme politique récemment tombé de la tribune sans se faire aucun mal. De jeunes auteurs sans style étaient auprès de jeunes auteurs sans idées, des prosateurs pleins de poésie près de poètes prosaïques, voyant ces êtres incomplets, un pauvre Saint-Simonien assez naïf pour croire à sa doctrine, les accoupler avec charité, voulant sans doute les transformer en religieux de son ordre. Enfin, il s'y trouvait 2 ou 3 de ces savants destinés à mettre de l'azote dans la conversation, et plusieurs vaudevillistes prêts à y jeter de ces lueurs éphémères qui, semblables aux étincelles du diamant, ne donnent ni chaleur ni lumière. Quelques hommes à paradoxe, riant sous cape, des gens qui épousent leur admiration ou leur mépris pour les hommes et les choses, faisaient déjà de cette politique à double tranchant, avec laquelle ils conspirent contre tous les systèmes sans prendre parti pour aucun. Le jugeur qui ne s'étonne de rien, qui se mouche au milieu d'une cavatine au bouffon, y crie « brava » avant tout le monde, et contredit ceux qui préviennent son avis, était là cherchant à s'attribuer les mots des gens d'esprit. Parmi ses convives, 5 avaient de l'avenir. Une dizaine devait obtenir quelque gloire viagère. Quant aux autres, ils pouvaient, comme toutes les médiocrités, se dire le fameux mensonge de Louis XVIII. Union et oubli. L'amphitryon avait la gaieté soucieuse d'un homme qui dépense 2000 écus. De temps en temps, ses yeux se dirigeaient avec impatience vers la porte du salon, en appelant celui des convives qui se faisaient attendre. Bientôt apparut un gros petit homme qui fut accueilli par une flatteuse rumeur. C'était le notaire qui, le matin même, avait achevé de créer le journal. Un valet de chambre vêtu de noir vient ouvrir les portes d'une vaste salle à manger, où chacun alla, sans cérémonie, reconnaître sa place
autour d'une table immense. Avant de quitter les salons, Raphaël y jeta un dernier coup d'œil. Son souhait était certes bien complètement réalisé. La soie et l'or tapissaient les appartements. De riches candélabres supportant d'innombrables bougies faisaient briller les plus légers détails des frises dorées, les délicates ciselures du bronze et les somptueuses couleurs de l'ameublement. Les fleurs rares de quelques jardinières, artistement construites avec des bambous, répandaient de doux parfums. Tout jusqu'aux draperies, respirait une élégance sans prétention. Enfin, il y avait en tout je ne sais quelle grâce poétique dont le prestige devait agir sur l'imagination d'un homme sans argent. 100 000 livres de rente sont un bien joli commentaire du catéchisme et nous aident merveilleusement à mettre le moral en action, dit-il en soupirant. Oh oui, ma vertu ne va guère à pied. Pour moi, le vice est une mansarde, un habit râpé, un chapeau gris en hiver et des dettes chez le portier. Ah, je peux vivre au sein de ce luxe 1 an, 6 mois, peu importe, et puis après mourir. J'aurais du moins épuisé, connu, dévoré 1000 existences. Oh oui, lui dit Émile, qui l'écoutait. Tu prends le coupé d'un agent de change pour le bonheur. Va, tu serais bientôt ennuyé de la fortune en t'apercevant qu'elle te ravirait la chance d'être un homme supérieur. Entre les pauvretés de la richesse et les richesses de la pauvreté, l'artiste a-t-il jamais balancé? Ne nous faut-il pas toujours des luttes à nous autres? Aussi, prépare ton estomac. Vois, dit-il, en lui montrant par un geste héroïque le majestueux. Pardon. Le trois fois sain et rassurant aspect que présentait la salle à manger du Benoît capitaliste. Cet homme-là, reprit-il, ne s'est vraiment donné la peine d'amasser son argent que pour nous. N'est-ce pas une espèce d'éponge oubliée par les naturalistes, dans l'ordre des polypiers, et qu'il s'agit de presser avec délicatesse avant de la laisser sucer par des héritiers? Ne trouves-tu pas du style aux bas-reliefs qui décorent les murs? Et les lustres, et les tableaux. Mais quel luxe, bien entendu. S'il faut croire les envieux et ceux qui tiennent à voir les ressorts de la vie, cet homme aurait tué, pendant la Révolution, un Allemand et quelques autres personnes qui seraient, dit-on, son meilleur ami et la mère de cet ami. Peux-tu donner place à des crimes sous les cheveux grisonnants de ce vénérable Taillefer? Il a l'air d'un bien bon... Excusez-moi. Il a l'air d'un bien bonhomme. Voici donc comme l'argenterie étincelle. Et chacun de ses rayons brillants serait pour lui un coup de poignard. Allons donc. Autant vaudrait croire en Mahomet. Si le public avait raison, voici 30 hommes de cœur et de talent qui s'apprêteraient à manger les entrailles, à boire le sang d'une famille. Et nous deux, jeunes gens pleins de candeur, d'enthousiasme, nous serions complices du forfait. J'ai envie de demander à notre capitaliste s'il est honnête, s'il est un honnête homme. Non, pas maintenant, s'écria Raphaël. Mais quand il sera ivre-mort, nous aurons dîné. Les deux amis s'assirent en riant. D'abord, et par un regard plus rapide que la parole, chaque convive paya son tribut d'admiration au somptueux coup d'œil qu'offrait une longue table, blanche comme une couche de neige, fraîchement tombée, et sur laquelle s'élevaient symétriquement les couverts couronnés de petits pains blonds. Les cristaux répétaient les couleurs de l'iris dans leurs reflets étoilés, les bijoux tracés des feux croisés à l'infini, les mets placés sous les dômes d'argent, aiguisaient l'appétit et la curiosité. Les paroles furent assez rares. Les voisins se regardèrent. Le vin de Madère circula. Puis le premier service apparut dans toute sa gloire. Il aurait fait honneur à Feu Campacérès et Brillat Savarin lui célébrait. Les vins de Bordeaux et de Bourgogne, blancs et rouges, furent servis avec une profusion royale. Cette première partie du festin était comparable, en tout point, à l'exposition d'une tragédie classique. Le second acte devint quelque peu bavard. Chaque convive avait bu raisonnablement, en changeant de crue suivant ses caprices, en sorte qu'au moment où l'on emporta les restes de ces magnifiques services, de tempétueuses discussions s'étaient établies. Quelques fronts pâles rougissaient, plusieurs nez commençaient à s'empourprer, les visages s'allumaient, les yeux pétillaient,
Pendant cette aurore de l'ivresse, le discours ne sortit pas encore des bornes de la civilité, mais les railleries, les bons mots s'échappèrent peu à peu de toutes les bouches. Puis la calomnie éleva tout doucement sa petite tête de serpent et parla d'une voix flûtée, ça et là. Quelques sournois écoutèrent attentivement, espérant garder leur raison. Le second service trouva donc les esprits tout à fait échauffés. Chacun mangea en parlant, parla en mangeant, but sans prendre garde à l'affluence des liquides, tant ils étaient lampants et parfumés, tant l'exemple fut contagieux. Taillefer se piqua d'animer ses convives et fit avancer les terribles vins du Rhône, le Chautoquet, le vieux Roussillon capiteux. Déchaînés comme les chevaux d'une malle-poste qui part d'un relais, ces hommes fouettés par les flamèches du vin de Champagne impatiemment attendu, mais abondamment versé, laissèrent alors galoper leur esprit dans le vide de ces raisonnements que personne n'écoute. Ils se mirent à raconter des histoires qui n'ont pas d'auditeurs, recommencèrent 100 fois ces interpellations qui restent sans réponse. L'orgie seule déploya sa grande voix, sa voix composée de 100 clameurs confuses qui grossissent comme les crescendos de Rossini. Puis arrivèrent les toasts insidieux, les forfanteries, les défis. Tous renonçaient à se glorifier de leur capacité intellectuelle pour revendiquer celle des tonneaux, des foudres, des cuves. Il semblait que chacun eût des voix. Il vint un moment où les maîtres parlèrent tous à la fois et où les valets sourirent. Mais cette mêlée de paroles, où les paradoxes douteusement lumineux, les vérités grotesquement habillées se heurtèrent à travers les cris, les jugements interlocutoires, les arrêts souverains, les niaiseries, comme au milieu d'un combat se croisent les boulets, les balles, la mitraille, eût sans doute intéressé quelques philosophes par la singularité des pensées, ou surpris un politique par la bizarrerie des systèmes. C'était tout à la fois un livre et un tableau. Les philosophies, les religions, les morales, si différentes d'une latitude à l'autre, les gouvernements, enfin tous les grands actes de l'intelligence humaine tombèrent sous une faux aussi longue que celle du temps. Et peut-être eussiez-vous pu difficilement décider si elle était maniée par la sagesse ivre ou par l'ivresse, devenue sage et clairvoyante. Emportés par une espèce de tempête, ces esprits semblaient comme la mer, irrités contre ces falaises, vouloir ébranler toutes les lois entre lesquelles flottent les civilisations, satisfaisant ainsi sans le vouloir à la volonté de Dieu, qui laisse dans la nature le bien et le mal, en gardant pour lui seul le secret de leur lutte perpétuelle. Furieuse et burlesque, la discussion fut en quelque sorte un sabbat des intelligences, entre les tristes plaisanteries dites par ces enfants de la Révolution à la naissance d'un journal et les propos tenus par de joyeux buveurs à la naissance de Gargantua, se trouvait tout l'abîme qui sépare le XIXe siècle du XVIe. Celui-ci a prêté une destruction en riant. Le nôtre riait au milieu des ruines. « Comment appelez-vous le jeune homme que je vois là-bas » dit le notaire en montrant Raphaël. « J'ai cru l'entendre nommer Valentin. »« Que chantez-vous avec votre Valentin tout court » s'écria Émile en riant. « Raphaël de Valentin, s'il vous plaît. Nous portons un aigle d'or en champ de sable couronné d'argent, becqué et onglé de gueule, avec une belle devise. Non cécidi animus. Nous ne sommes pas un enfant trouvé, mais le descendant de l'empereur Valence, souche des Valentinois, fondateurs des villes de Valence en Espagne et en France, héritier légitime de l'Empire d'Orient. Si nous laissons trôner Mahmoud à Constantinople, c'est par pure bonne volonté et faute d'argent ou de soldats. » Émile décrivit en l'air, avec sa fourchette, une couronne au-dessus de la tête de Raphaël. Le notaire se recueillit pendant un moment et se remit bientôt à boire en laissant échapper un geste authentique par lequel il semblait avouer qu'il lui était impossible de rattacher à sa clientèle les villes de Valence, de Constantinople, Mahmoud, l'empereur Valence et la famille des Valentinois. La destruction de ces fourmilières, nommées Babylone, Tyr, Carthage ou Venise, toujours écrasées sous les pieds d'un géant qui passe, ne serait-elle pas un avertissement donné à l'homme par une puissance moqueuse ? Dit Claude Vignon, espèce d'esclave achevé pour faire du Bossuet à 10 sous la ligne. Moïse, Sylla, Louis XI, Richelieu, Robespierre, Napoléon sont peut-être un même homme qui reparaît à travers les civilisations comme une comète dans le ciel,
répondit un balanchiste. Pourquoi sonder la Providence, dit Canalis, le fabricant de ballades. Allons, voilà la Providence, s'écria le jugeur en l'interrompant. Je ne connais rien au monde de plus élastique. Mais, monsieur, Louis XIV a fait périr plus d'hommes pour creuser les aqueducs de maintenant que la Convention pour asseoir justement l'impôt, pour mettre de l'unité dans la loi, nationaliser la France et faire également partager les héritages, disait Massol, un jeune homme devenu républicain, faute d'une syllabe devant son nom. Monsieur, lui répondit Moreau de l'Oise, bon propriétaire, vous qui prenez le sang pour du vin, cette fois-ci, laisserez-vous à chacun sa tête sur ses épaules. À quoi bon, monsieur? Les principes de l'ordre social ne valent-ils donc pas quelques sacrifices? Bixiou. Et, chose le républicain prétend que la tête de ce propriétaire serait un sacrifice, dit un jeune homme à son voisin. Les hommes et les événements ne sont rien, disait le républicain, en continuant sa théorie à travers les hoquets. Il n'y a en politique et en philosophie que des principes et des idées. Quelle horreur! Vous n'auriez nul chagrin de tuer vos amis pour ainsi. Et monsieur, l'homme qui a des remords est le vrai scélérat, car il a quelques idées de la vertu, tandis que Pierre le Grand, le duc d'Albe, étaient des systèmes, et le corsaire Montbard, une organisation. Mais la société ne peut-elle pas se priver de vos systèmes et de vos organisations, dit Canalis. Oh, d'accord, s'écria le républicain. Et votre stupide république me donne des nausées. Nous ne saurions découper tranquillement un chapon sans y trouver la loi agraire. Tes principes sont excellents, mon petit Brutus farci de truffes. Mais tu ressembles à mon valet de chambre, le drôle est si cruellement possédé par la manie de la propreté que si je lui brossais mes habits à sa fantaisie, j'irais tout nu. Vous êtes des brutes. Vous voulez nettoyer une nation avec des cure-dents, répliqua l'homme à la République. Selon vous, la justice serait plus dangereuse que les voleurs? Eh, fit l'avoué des Roches, sont-ils ennuyeux avec leur politique, dit Cardot le notaire. Fermez donc la porte. Il n'y a pas de science ou de vertu qui vaille une goutte de sang. Si nous voulions faire la liquidation de la vérité, nous la trouverions peut-être en faillite. Il y en aurait sans doute moins coûté de nous amuser dans le mal, de nous disputer dans le bien. Aussi, donnerais-je tous les discours prononcés à la tribune depuis 40 ans pour une truite, pour un conte de Perrault, pour une crocade de Charlet. Vous avez bien raison. Passez-moi des asperges, car après tout, la liberté enfante l'anarchie. L'anarchie conduit au despotisme, et le despotisme ramène à la liberté. Des millions d'êtres ont péri sans avoir pu faire triompher chacun de ces systèmes. N'est-ce pas le cercle vicieux dans lequel tournera toujours le monde moral? Quand l'homme croit avoir perfectionné, il n'a fait que déplacer les choses. Oh oh, s'écria Curcy le vaudevilliste. Alors, messieurs, je porte un toast à Charles X, père de la liberté. Pourquoi pas, dit Émile. Quand le despotisme est dans les lois, la liberté se trouve dans les mœurs, et vice-versa. Buvons donc à l'imbécilité du pouvoir qui nous donne tant de pouvoir sur les imbéciles, dit le banquier. Mon cher, au moins Napoléon nous a-t-il laissé de la gloire, criait un officier de marine qui n'était jamais sorti de Brest. Ah oui, la gloire, triste denrée, elle se paye cher et ne se garde pas. Ne serait-elle point l'égoïsme des grands hommes comme le bonheur et celui des sots? Monsieur, vous êtes bien heureux. Le premier qui inventa les fossés était sans doute un homme faible, car la société ne profite qu'aux gens chétifs. Placés aux deux extrémités du monde moral, le sauvage et le penseur ont également horreur de la propriété. C'est donc la fin pour cet épisode, mais on se retrouve très très vite pour la suite de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac dans Voyage au bout de la nuit sur C8. D'ici là, n'oubliez pas que l'on vous attend dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit de taper tout simplement #VBL, ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires sur C8. Très belle soirée.